Nouvel extrait. Et en fait, il faut bien arriver à faire comprendre que même en Italie, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2022, quand elle a été élue, de la part de la gauche, certains ont déclaré, c'est-à-dire comme tu dirais maintenant LFI, ils déclaraient c'est le retour de Benito Mussolini. Tout à fait. Or, on a vu en 2 ans, je tiens quand même à le dire au niveau économique par exemple, et donc je te le dis, le rapprochement est en train de se faire, ils vont prendre énormément parce que je pense qu'elle est super bien entourée et que c'est vrai, au niveau économique, les Italiens sont relativement forts. Là, ils étaient gangrénés avec cette gauche de 2019 à 2022 par Conte. Après, ils ont eu de 2021 à 2022 Draghi. Ça vaut rien du tout. C'est comme tu dirais ce qu'on a en ce moment. Sauf qu'une fois qu'elle est passée, il faut bien se dire, pour par exemple ce qui sont les accords bilatéraux, elle a augmenté de 30% entre 2022 et 2024. Je te donne le chiffre. En 2022, ils faisaient 18 milliards, les Italiens. D'accord? Avec les investisseurs étrangers. En 2024, ils en font 27 milliards. Ça fait 9 milliards en 2 années. Je sais pas si tu te rends compte, c'est 30% d'augmentation. C'est énorme. Et donc, en fait, ce qu'il faut arriver à faire comprendre, c'est que les uns les autres, en parlant, on montre l'exemple de l'Italie, pas pour dire les Italiens, non, pour dire regardez, ce qui était déclaré comme étant des extrêmes droites, quelque chose que si ça passe au pouvoir, c'est un chaos. Eh ben, je vais te dire que même des Italiens qui étaient de gauche, voyant le travail qui est fait, voyant le pouvoir d'achat augmenter, voyant le neveu qui est au chômage qui ne l'est plus, voyant que ça va mieux de partout, eh ben, du coup, ils se disent, bah, tu vois, finalement, on l'a traité de Benito Mussolini. Ben, en réalité, c'est une patriote qui aime son pays. Et donc, en fait, je pense que le but du jeu maintenant sur les 15-16 derniers mois, sincèrement, c'est arrêter d'être pessimiste comme ça et surtout quand on discute de dédiaboliser le RN. Le RN, c'est un parti qui veut une France florissante. Nouvel extrait. Zemmour, il a du charisme, bien sûr. Mais Zemmour, le truc, c'est que d'être trop dans le vrai, c'est inévitable. Des fois, il faut savoir il faut savoir ne pas tout dire ce que tu penses et le mettre en application une fois que tu as le pouvoir. Et C'est lui, là toute la schizophrénie électorale, merci de l'avoir dit, c'est que la vraie solution aux problématiques et aux mots MAUX de la France, eh ben, c'est Reconquête qui pose le bon diagnostic et les bonnes solutions. Donc maintenant, de deux choses l'une, soit le Rassemblement national c'est tellement normalisé et dédiabolisé pour dire de déplacer la fenêtre d'Overton et donc obtenir un maximum de voix pour être élu et pour en profiter, mais et peut-être qu'une fois élu, il sera peut-être plus radical, plus dur. C'est possible. Exactement. Voilà, C'est je me permets, voilà, là je me permets d'intervenir parce que là tu viens de mettre le doigt sur la chose. Je t'explique. D'un côté, il y en a un qui dit trop ce qu'il faut faire, ça lui enlève la possibilité d'être élu parce que justement il explique trop ce qu'il faut faire. Mais au moins, c'est vrai que c'est lui qui est dans le vrai diagnostic. Et de l'autre côté, quand les gens pensent que ça y est, le RN est devenu trop mou, le RN faux. Le RN fait pour que justement ceux qui sont, c'est ce que je t'explique, ceux qui sont pas totalement convaincus vont dire putain, c'est vrai qu'il a quand même changé. Mais t'inquiète pas qu'une fois au pouvoir, ils savent où aller. Hein. Nouvel extrait. Est-ce que pour toi, tu crois qu'on peut être citoyen français et ne pas être patriote? Oui. On a le droit de l'être? Mais on a le droit de l'être du moment que ton comportement ne gêne pas en fait, comment dirais-je, la vie en communauté. C'est-à-dire que moi, ce que j'explique souvent, je ne sais pas si tu m'as déjà entendu le dire, mais je vais le répéter, c'est que le problème, c'est qu'en 2025, on est arrivé à un état, non plus à un état de droit, mais à un état de tous les droits. C'est-à-dire que beaucoup de gens se sont appropriés l'état de droit et ils en ont fait un état de tous les droits. C'est-à-dire que leurs droits personnels et individuels, ils se sont accaparés les droits républicains plus leurs droits personnels et ils en oublient en fait le droit du collectif. Et donc, ça gêne en fait la possibilité de ce qu'on appelle, mais j'aime pas ce terme, le vivre ensemble collectif, qui permet en fait, si chacun respecte les règles, si chacun aime la France, respecte la République, l'uniforme et compagnie, ça empêche cela. Donc moi je pense qu'on peut effectivement faire la différence entre les deux, oui. Nouvel extrait. Je vais pas jeter l'anathème sur tous les gens qui votent Front National. D'accord. Mais par contre, je sais que parmi ces gens-là, il y a un pourcentage de gens, hein, parce que je t'ai entendu parler de Sochon tout à l'heure, qui a très bien, il les a très bien qualifiés. D'accord. Mais moi, je pense que quand Alain Souchon, quand il parlait et qui disait que les électeurs du Front National, je pense pas qu'il généralisait. Je crois qu'on peut dire Rassemblement National maintenant.
Ouais, le Rassemblement national, si tu préfères. Mais bon, on fait partie de l'ancienne génération, donc c'est pour ça qu'on a toujours ce lapsus. Oui, mais c'est parce il y a un message, je ne sais pas si tu le fais volontairement, mais il y a un sous-message codé, si tu veux, quand tu dis encore en 2025 Front National, ça fige les esprits dans le passé. Et donc, le mauvais Front National, le Jean-Marie Le Pen, tu sais, voilà. Et je crois qu'il faut bien scinder les deux. Et donc, aujourd'hui, le Rassemblement national n'est plus le Front National. Je pense qu'il faut vraiment que, dans le discours, on appelle les choses par leur nom actuel et non plus le nom du passé qui peut raviver des... Ah oui, non, mais après, est-ce que tu crois que parmi les électeurs du Front National aujourd'hui, du Rassemblement national, pardon, il y a des racistes, par exemple? Bah, il y a des racistes au RN, il y en a chez les Républicains, il y en a au centre et il y en a à gauche. Mais à gauche, c'est une autre forme de racisme, évidemment. Mais tu sais, dans tous les partis politiques, tu as des radicaux. Hein. Dans tous les partis politiques, tu as des gens, quelle que soit la couleur politique et le parti, tu trouveras toujours un nombre infinitésimal d'individus qui sont des radicaux. Tu prends par exemple Europe Écologie Les Verts. Eh ben quand tu fais une ZAD contre les bassines par exemple, bah t'es aux couleurs écologistes, bah tu deviens un radical lorsque tu procèdes comme ça. Lorsque tu vas asperger une œuvre d'art dans un musée, bah c'est sous couleur écologique. Donc en fait voilà. Et donc je crois que dans tous les partis tu as des racistes. On voit bien qu'à gauche aujourd'hui, par exemple, il y a les antisémites. Enfin, je veux dire, c'est devenu sous les yeux de tout le monde, quoi. C'est difficile aujourd'hui de prétendre qu'on n'a pas de l'antisémitisme à gauche. Enfin, je veux dire, ils le disent eux-mêmes presque. Ils le cachent pas. Donc, qu'il y ait des racistes au Rassemblement national, qu'il y ait des racistes aux Républicains, même chez les centristes, chez Horizon, Renaissance et compagnie, et chez Reconquête, ben, probablement que oui. Mais moi, tu sais, j'ai 56 ans. Je milite en politique depuis 30 ans. J'étais d'abord Rassemblement national où j'ai milité jusqu'en 2018-2019. J'ai rejoint Reconquête en 2022. Aujourd'hui, je ne suis plus adhérent à aucun parti politique. Je n'ai jamais croisé de racistes. Jamais. Jamais. Des gens qui en ont ras-le-bol, oui. Mais ça n'en fait pas des racistes. Donc, qu'il y en ait, je ne cache pas que la vérité, oui, bien sûr qu'il y a des racistes. Mais je répète, des radicaux, t'en as sur toutes les couleurs politiques et toutes les bannières de partis. Mais moi, personnellement, de mon expérience, et si c'était le cas, je le dirais, parce que je suis quelqu'un de très honnête et de très objectif, si j'avais croisé des racistes, je vous dirais, ouais. Je vais te dire un truc, je vais vous raconter un exemple. La première fois que j'ai mis les pieds dans un bureau du FN à l'époque, j'étais pas très sûr de moi. La première fois que j'ai commencé à m'intéresser à la politique, je suis allé dans le bureau du Front National local. C'était dans le Nord, je sais plus quelle ville. Et j'y suis allé, mais j'étais moi-même déjà à l'époque conditionné. Ouais, le FN, l'extrême droite, les fachos, les antisémites, les racistes, les xénophobes et compagnie. Mais j'ai dit, je vais quand même aller voir. J'y suis allé, et en fait, je suis tombé sur des gens normaux, des gens comme moi, de tout âge, de 16 à 80 ans. Et j'ai pas vu de croix gammée. Là, si je suis tête rasée, c'est pas parce que je suis un skinhead, c'est parce que j'ai perdu mes cheveux et que je me tonds. Donc voilà, je n'ai jamais croisé au RN, pas plus qu'au FN avant, je n'ai jamais croisé de racistes. Est-ce qu'il y en a? Oui, mais ils ne sont pas en nombre. Par contre, est-ce qu'il y a, je vais approfondir ta question peut-être, est-ce qu'il y a en France une ultra-droite qui vénère une certaine période de la Seconde Guerre mondiale? La réponse est oui. Mais ils sont en nombre infinitésimal. Et ils ne sont pas organisés en parti politique. Ils ne représentent rien. Et je n'ai rien à voir avec ces gens-là, d'ailleurs. Donc, et pas plus que le RN et pas plus que Reconquête. Donc, voilà. Enfin, je crois que c'est sous nos yeux. Il faut simplement sortir des fantasmes qu'on a enclenchés dans les esprits de ceux qui ont voulu obtenir le pouvoir en se servant du FN puis du RN comme marchepied. Et ça, il faut en sortir. Parce qu'en fait, moi, quand on me dit que le RN est d'extrême droite, pardon, mais je rigole, quoi. Moi, je rigole. Moi qui analyse la politique depuis des décennies, si le RN est d'extrême droite, mais moi, je m'appelle Sœur Marie-Thérèse, quoi. Le RN, c'est un centre droit. C'est tout. Mais on a conditionné les Français et les électeurs à croire que Marine Le Pen, le Rassemblement national, Fresnes Marseille, Reconquête et compagnie, c'était l'extrême droite. Non. Le RN, c'est du centre droit. Le RN, c'est du centre droit et Reconquête, c'est une droite conservatrice. Point. Nouvel extrait. Tu n'as pas de problème particulier de santé, économique, familiaux, sentimentaux, mais par contre, l'environnement, le climat général, qu'il soit économique, sécuritaire et compagnie, te perturbe au point que ça ne te rende pas heureux. Effectivement. Ouais, bah tu dois être la troisième personne qui me répond exactement la même chose sur cette question depuis hier. Ça prouve bien, en fait, que le climat général doit être réparé très vite. Parce que ce climat engendre, en fait, une espèce de sentiment où on n'est pas bien, en fait. On sent bien que le climat est lourd.
On sent bien que le climat est lourd et en fait, on a la crainte de tout. On a la crainte de perdre son boulot, de ne pas en retrouver. On a la crainte de demain que la Sécu s'effondre. On a la crainte quand on prend le train, le bus, etc., de tomber sur un abruti qui va nous sortir une lame, un sabre, un cutter, etc. Oui, ça devient très critique et il est temps vraiment que les Français votent en conséquence pour essayer de réparer ce qui est encore réparable. Nouvel extrait. Moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi aujourd'hui, quand tu sors le drapeau français, on est taxé d'extrême droite et de facho. J'aimerais comprendre. Pourquoi il est impossible dans ce pays de pavoiser le drapeau bleu-blanc-rouge sans être traité d'électeur de Marine Le Pen? Pourquoi on n'a pas le droit de dire la France aux Français alors qu'on peut dire l'Algérie aux Algériens, le Maroc aux Marocains, la Tunisie aux Tunisiens, la Belgique aux Belges, etc. Pourquoi on n'a pas le droit de dire la France aux Français parce que ça fait de nous des fachos? Pourquoi quand tu vas aux États-Unis, tu as le drapeau américain partout et que tout le monde, par patriotisme, le pavoise avec grandeur et honneur? Pourquoi quand tu vas en Algérie, le drapeau algérien est partout? Pourquoi en France, on n'a pas le droit de mettre notre drapeau? Moi, je ne supporte plus ça. Je ne supporte plus ça. Donc, quand je parlais du déconditionnement, c'est aussi ça le déconditionnement. Ici, on est en France. La France, les gars, la France. La France. C'est-à-dire que le drapeau, c'est bleu, blanc, rouge. Donc oui, si on le pavoise, c'est parce qu'on est patriote. Et on peut même être patriote et voter Parti socialiste, hein. Voilà. Donc, tout ça, il y a tellement de choses à régler. Mais tout passe par le conditionnement psychologique. Nouvel extrait. Je te pose juste une seule question. Est-ce que tu crois que l'État français a tout bien fait? Non, dès lors en fait que l'immigration a toujours été incontrôlée et qu'elle est devenue aujourd'hui invasive, rien que sur ce sujet-là, l'État n'a pas tout bien fait. D'accord, mais pardonne-moi, je rajoute, le fait que l'État, a accepté la culture victimaire, le vivre ensemble, que le logiciel gauchiste, progressiste et le socialo-étatisme a pollué en fait la politique française et la société française, on en arrive à un résultat qui est celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et tu le sais probablement mieux que moi, quand les flics arrêtent un délinquant, parce qu'il conduit sans permis, qu'il a sniffé, qu'il a fumé, qu'il s'est drogué et compagnie, les flics ne peuvent même pas agir, parce que s'ils agissent, la culture victimaire avec l'inversion des valeurs qu'on subit en 2025, le coupable, ce sera le flic. Donc oui, les politiques ont des responsabilités, parce que les politiques ont laissé tout faire. Ce sont des traîtres, ce sont des laxistes. Le problème, c'est que si nous n'avons pas d'autorité, et je ne parle pas de totalitarisme, si l'État n'est pas autoritaire, nous ne pouvons pas vivre ensemble. C'est comme le code de la route. Je prends souvent cet exemple, le code de la route. Demain, tu prends ta bagnole. Si tu respectes pas le code de la route, tu vas forcément planter quelqu'un, tu vas forcément te planter toi-même, tu vas te prendre un bus, bref. Si tu ne respectes pas le code de la route, tu ne respectes pas le code de la route du vivre ensemble. C'est la même chose pour le reste. Nous devons respecter l'uniforme républicain. Et donc, oui, la politique c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai jamais soutenu des partis politiques qui ont le pouvoir depuis 40 ans, parce que ça fait quand même quelque temps que j'ai compris que tous ces hommes étaient des salopards. Il faut que l'autorité revienne, que l'autorité soit rendue à la police, qu'un refus d'obtempérer soit puni à l'instant T, qu'il y ait une action à l'instant T, et non pas la culture victimaire du « mais c'est pas grave, laissez-le partir ». Mais laissez-le partir, c'est pas grave. Et peu importe s'il écrase Matisse 100 mètres plus loin et que le gars n'avait rien fait et qu'il était prometteur, c'est pas grave. Nouvel extrait. Il n'y a pas d'extrême droite en France? En parti politique, non. Ah bon? Ah bah non. Mais bien sûr que non. Quels sont les codes de l'extrême droite? Être plus radical, oui, c'est ce qui est radical, quoi. C'est à l'extrême de l'extrême. Est-ce que vouloir contrôler l'immigration, renvoyer chez eux les OQTF, que l'État français a... Quand un gars vient et qui dit « vous ne répondez pas au droit d'asile, OQTF, faut rentrer chez vous ». Est-ce que faire respecter la loi, c'est être d'extrême droite? Pour moi, non. Est-ce que savoir qui rentre sur le sol de France, pourquoi il vient et qu'est-ce qu'il va y faire, est-ce que c'est d'extrême droite? Non, c'est juste du bon sens. Ou alors, il y a beaucoup de pays de cette planète qui sont d'extrême droite. Est-ce que vouloir faire la préférence nationale, est-ce que c'est d'extrême droite? Ben non. Parce que c'est ce que font la plupart des pays de cette planète. Sauf qu'on a conditionné les citoyens français et les électeurs à s'imaginer que ces propositions sont d'extrême droite, juste par manipulation électorale. Parce que le FN, depuis Mitterrand en 81, le FN et le RN aujourd'hui, ils se servent de cette manipulation des masses par la peur pour obtenir le pouvoir. Macron est passé en 2017 grâce à ça.
deuxième tour, barrage à l'extrême droite, alors que les gens fantasment cette extrême droite. 2022, on remet la sauce, les castors, le Front républicain et compagnie. On fait barrage à Marine Le Pen, alors que il n'y a rien d'extrême droite dans le projet du Rassemblement national. Rien du tout. D'accord. Nouvel extrait. Alors tu dis que tu es chrétien. C'est bizarre, parce que les chrétiens, ils soutiennent les églises persécutées, spécialement dans le monde musulman. Tu sais pas ce qui se passe en Algérie pour les chrétiens? Tu sais peut-être pas. J'ai visité l'église. Il y a une église qu'ils ont rénovée, qui est magnifique. Non, Il y a ce n'est pas eux qui ont rénové. Alors, je t'explique. Il y a ce qu'on appelle les accords d'Évian. Et comme l'Église catholique Moi, a je connais pas bien. soutenu l'indépendance de l'Algérie financièrement, si tu connais le cardinal Duval, on l'a appelé Mohamed Duval car il était porteur de valises, il ramenait beaucoup d'argent pour le FLN. C'est normal que dans les accords d'Évian, ils ont gardé ce qui leur appartient. En ce qui concerne la rénovation, sache que Notre-Dame d'Afrique, ou que ce Oui, soit Notre-Dame. aussi la basilique Saint-Augustin, fait partie du patrimoine mondial, et du coup, il y a tous les pays qui contribuent, entre autres la France, à la rénovation. Donc, tu ne connais peut-être pas la situation des chrétiens, je vais t'expliquer. Vu que la religion de l'Algérie, de l'État algérien est l'islam, chrétien veut dire esclave. C'est-à-dire que moi, en tant que chrétienne, je n'ai pas les mêmes droits qu'un musulman. Moi, en tant que chrétienne, je suis sous la charia islamique et donc je ne suis pas l'égale du musulman chez moi en Algérie. D'accord? Je ne suis pas citoyenne de plein droit. Donc, quand on sait qu'il y a 47 églises qui ont été fermées par les autorités algériennes, quand on connaît l'affaire Bouhafs, qui était un réfugié en Tunisie, qui a été enlevé par les services secrets algériens, qui a été torturé, qui a été tabassé, qui a fait 5 ans de prison et qui est sorti, on lui a enlevé sa retraite et c'était un policier car il est chrétien, on lui a enlevé le droit de se soigner car il est chrétien. Ne venez pas, s'il vous plaît, nous donner ce genre de leçons. Premièrement, prétendre que vous êtes chrétien, ça m'étonne, parce que tous les chrétiens savent ce que c'est que l'église persécutée. T'es peut-être un nouveau qui débarque, peut-être, parce que tu n'as pas la connaissance. Tu prétends que l'islam, c'est tout beau, tout joli. Apprends l'arabe, lis le Coran, et viens nous donner des leçons. Ça, c'est mon coup de gueule, parce que moi, je vais te dire un truc. Aux États-Unis, l'église se lève et soutient toutes les églises persécutées. Et les rapports arrivent. Et c'est affreux. Je crois que tu sais ce qui se passe au Nigeria. C'est pas les Juifs qui les massacrent. Au Soudan non plus. Au Congo non plus. Incroyable d'entendre ce genre de bêtises. Je sais que des Israéliens crachent sur des chrétiens. Je l'ai vu, j'ai vu des vidéos sur nos Écoute, sœurs. ça me dérange pas qu'on me crache dessus. Je suis pas supérieur à Jésus. Non, pas toi, mais pas quand on te massacre, c'est quand même, il y a une grosse différence, mon ami. Moi, Emma, donc Emma, si je vais te poser la question que j'ai posée à un intervenant hier, qui me semble être intéressante, c'est que en fait, vous venez ici avec vos sujets, moi j'aborde rien du tout quand j'arrive, et à chaque fois on arrive au même point. Est-ce que tu considères en fait que beaucoup de musulmans ne connaissent pas l'islam? Et ils n'ont peut-être fait que le lire sans le comprendre. Et ceux qui l'ont lu et l'ont compris, généralement, se mettent en mode apostasie. Est-ce que tu serais d'accord avec ce raisonnement? Parce que moi, c'est ce que j'en conclus avec toutes les interventions que j'ai depuis quelques mois. Hein. Absolument, et cela dépend aussi du niveau d'instruction et du niveau d'intégration dans les sociétés modernes. Au fait, plus on est républicain, moins on est musulman. Ça, c'est automatique. Par exemple, en Afrique du Nord et même en Égypte, l'apostasie prend une ampleur incroyable. Et effectivement, on a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas accepter que ce soit de se marier avec une enfant de 9 ans, que ce soit aussi ce que vous ne connaissez certainement pas. Au fait, ce qui pose problème aujourd'hui, par exemple en Algérie et au Maroc, tout le code de la famille, il est sous la charia islamique. À partir de ce moment-là, si votre femme vous trompe et que vous faites un test ADN et que l'enfant qu'elle va mettre au monde n'est pas le vôtre, sous la charia islamique, c'est votre enfant. Et donc, automatiquement, il y a des gens qui sont choqués et qui se disent « mais c'est quoi ça? C'est quoi cette religion ?» Et bien sûr, plusieurs aberrations. En ce qui concerne les femmes, vous connaissez la position à ce niveau-là, la polygamie, etc., etc.
Aujourd'hui, nous vivons dans un monde connecté. Bien sûr, Internet a révolutionné les réseaux sociaux, surtout TikTok. Les gens ont la liberté d'expression, ce qui n'est pas le cas. Parce que je t'invite à aller sur le site web du ministère des Affaires religieuses algérien, mais fatwa pour l'apostasie. Ils vont te dire, tuez-le et ne faites pas la prière et ne l'enterrez pas dans les cimetières des musulmans. Et du coup, effectivement, les gens réalisent l'aberration de l'islam. Sachez que l'Afrique du Nord est berbère, et du coup, nous avons, par exemple, pour l'Algérie, nous avons appris l'arabe à partir des années 70, exactement 75, avec Boumedienne, qui a arabisé l'Algérie. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que les gens ont découvert l'arabe et le Coran, et ce qui a donné une décennie noire. Donc, ne crois pas que ces gens qui ont massacré les Algériens n'étaient pas des musulmans, bien au contraire. Ils ont suivi à la lettre les versets coraniques. Donc, selon toi, Emma, alors Calibre, je lui jette pas la responsabilité, enfin, je lui jette pas l'opprobre, il a le droit d'avoir son opinion, au moins on échange et on essaye de comprendre. Mais quand Calibre vient et qu'il dit qu'il fréquente énormément de musulmans et qu'il ne fait pas le même constat que nous, est-ce qu'on considère que les musulmans qu'il fréquente, en fait, sont en mode manipulation pour lui faire croire que, ou alors est-ce que ces musulmans sont tout simplement des musulmans qui ne posent aucun problème? Quel niveau de lecture tu as sur ce sujet? C'est les deux, mais il y a beaucoup de manipulation. Ouais. Il y a beaucoup de manipulation parce que vous connaissez que pour le musulman, c'est possible de mentir pour arriver à ses fins. Et ce qui s'est passé pour nous ici, le maire de New York, c'est ce qu'il a fait. Quoique les Américains sont très forts et ils vont pas le lâcher. Du coup, il y a les deux, mais il y a aussi beaucoup de, comme tu l'as dit, la majorité des musulmans n'ont pas connaissance des textes. Donc, ce qu'on leur a raconté, ils le répètent. Et ils restent musulmans pour un plan culturel, d'héritage familial, mais sans trop être dedans. Donc il y a les deux. Elle a raison. Mais le fait en plus qu'à chaque fois le juif et Israël reviennent en fait dans le discours, dans les arguments, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en fait à chaque fois qu'on vient défendre le musulman. À chaque fois on fait un parallèle avec le juif. Moi c'est quelque chose qui me sidère à chaque fois parce que bah oui. Calibre, tu vas pouvoir répondre à tout ce que tu viens d'entendre. Moi, je répète, mais de façon très claire, très objective, quel problème ai-je, moi, en tant que citoyen français, avec les Juifs en France? Je n'ai absolument rien à leur reprocher. Donc, Calibre, est-ce que tout compte fait, tu ne serais pas victime d'amis musulmans, entre guillemets, qui useraient comment dirais-je, de ta candeur? Et est-ce que peut-être est-ce qu'ils ne te dirigent pas vers la haine du Juif volontairement parce que c'est un petit peu leur logiciel profond? Non, moi, en tant que chrétien, j'aime toutes les religions. Attends, déjà, si t'es chrétien, attends, je te coupe, Calibre. C'est possible que tu récites notre Père? Non, notre Père. Attends, laisse le répondre, Kaka. Laisse le répondre. C'est un troll. Est-ce que c'est possible que tu récites notre Père? Vas-y. Non, je vous salue, Marie. Tu es chrétien, tu sais pas réciter notre Père? Non, je suis un chrétien, mais je prie le soir. Et tu connais pas notre Père? Mais je peux te laisser. Je suis pas un chrétien fanatique qui connaît tout. Non, il n'y a pas besoin d'être fanatique, Coco. Non, t'es pas chrétien, toi. Toi, tu n'es pas chrétien déjà. Tu es un troll. Ça se voit que c'est pas un chrétien. C'est pas un chrétien, Fred. Laisse-moi parler. Bon, Calibre, moi, tu sais, je joue carte sur table ici. T'es chrétien ou t'es pas chrétien? Dis la vérité, ça sert à rien de se cacher. Si tu me laisses citer ma prière du soir, je te le fais. Mais pourquoi? Non, mais Calibre, c'est vrai que ne pas connaître. Moi-même, Calibre, je ne suis pas chrétien pratiquant. Je connais le Notre Père. C'est la base. Moi, je vais te citer Notre Mère et tu vas me répéter. Notre Mère. Alors, je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, bénie Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort et avant de manger. Je dis merci pour ce repas et bénissez et protégez ceux qui en ont pas. Voilà. Donc, et le Notre Père, pas du tout. Et le Notre Père, tu sais pas? Non, ça me suffit. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si tu veux, Calibre, je crois, mais je répète, je ne suis pas croyant, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas pratiquant, je suis juste l'héritier d'une culture chrétienne. Mais c'est vrai que Fred, je te coupe, dans 2 minutes, il va pouvoir te la sortir. Il a été sur ChatGPT déjà pour te réciter notre Mère. Bon, laissons-le répondre quand même, parce que c'est un peu le principe de mes lives. Calibre, prends le temps de répondre. Qu'est-ce que tu as à nous dire après tout ce qu'on a échangé? Alors moi, je prends ça comme une agressivité et une défense en fait d'être blessé que moi, chrétien, je fréquente des musulmans et je pense qu'ils sont beaucoup plus tolérants
que quelques Français de confession juive que j'ai connus qui veulent pas rentrer dans mon église, qui ne reconnaissent pas, je le répète, Marie et Jésus. Ce sont des après je vais pas on me parle de l'Algérie, mais moi je vais pas parler de l'Algérie. Je sais qu'il y a des juifs en Algérie, ils reconnaissent pas Israël. Pardon, il y a des juifs en Algérie. Où t'as vu ça? Bah, Bruel, il a déjà été là-bas, François. Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez de raconter n'importe quoi. C'est à moi la parole, c'est à moi la parole, c'est à moi la parole. Je t'ai pas coupé. Non, mais racontez pas n'importe quoi sur l'Algérie. Après, je me tais, c'est à moi la parole. Je vous ai écouté avec calme. Je suis un chrétien et tu penses ce que tu veux, tu me connais pas, qui fréquente des musulmans, mais aussi des Français de confession juive. Mais j'ai remarqué que les musulmans dans leur ensemble sont plus tolérants avec moi que les Français de confession juive. C'est tout, j'ai le droit. Calibre, ça te dérange pas si je t'appelle Abdelatif? Parce que sur ta bio, j'ai été voir, tu t'appelles Abdelatif. Ça te dérange ou pas? Oh Abdel, oh Abdel, arrête tes conneries. Oh Abdel, tu nous as pris. Ah oui, Abdel, là tu nous l'as fait à l'envers. Tu nous as pris en main, Abdel. Abdel. Oh, qu'est-ce que tu nous as fait là, hein? Nouvel extrait. Qu'est-ce que tu penses Moi, ce qui me fait peur, c'est pas les juifs, c'est une religion, elle est très belle. Je pense des sionistes plutôt qui gouvernent notre pays et on appuie en prise sur notre pays en fait. Qu'est-ce que tu penses? Alors, enfin moi, si tu veux, moi ce fantasme, j'ai aucune démonstration que les sionistes dirigent la France. Aucune, hein, absolument aucune. Maintenant, comme te l'a dit Kalka, bah effectivement, moi je suis désolé, mais tu disais Hanouka, l'Élysée et compagnie, c'était maladroit, il fallait pas le faire. Voilà, je ne sais pas comment ça s'est organisé. Non, je ne sais pas comment ça s'est organisé et franchement, je m'en fous complètement. Moi, ce que je vois, c'est le comportement des individus. Et aujourd'hui, quels sont les individus, quels sont les profils des individus qui font du mal, qui agressent, qui violent, qui cassent, qui brûlent, qui décapitent, qui font du terrorisme, qui font le Bataclan, qui font Samuel Paty, etc., etc. Tu auras beau dire que ce ne sont pas des musulmans. Si tous les musulmans ne sont pas des terroristes, tous les terroristes sont des musulmans. Donc moi, la seule chose que je vois, c'est la multiplication identitaire du communautarisme islamique qui s'instaure dans l'espace public, qui a des exigences communautaires, qui exige des lieux de confession, des mosquées partout, des prières de rue, la baya, le burkini, le halal, etc., etc. C'est-à-dire que si il y avait un problème avec le juif, ben moi je le vois pas. Il n'est pas sous mes yeux. Et j'ai beau creuser, j'ai beau chercher, je ne le vois pas. Par contre, effectivement, la perte identitaire de la nation française issue d'une culture chrétienne, je la vois quotidiennement, dans la mesure où effectivement des codes islamiques s'imposent de plus en plus. Et il se trouve qu'à chaque fois qu'il y a des morts, c'est pas un juif avec une kippa qui agresse au nom de sa croyance religieuse, mais c'est une victime qui porte une kippa au nom d'un agresseur qui, lui, l'agresse au nom de sa religion islamique et coranique. Donc, si tu veux, moi, je me réfère aux faits, je regarde simplement les éléments, qui fait du mal à qui et qui tente, en fait, de détruire l'identité nationale issue de notre culture chrétienne. Pour moi, ce ne sont pas les juifs et c'est certainement pas, comment dirais-je, les sionistes, tu les appelles comme tu veux, etc. Donc moi, je veux bien, mais les faits, si tu veux, quand tu regardes les faits, ça te donne tort. Ah oui, ça lui donne tort. Bah oui, enfin voilà. Maintenant, je vais te dire, Calibre, si les faits étaient inversés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le réel, c'est-à-dire la démonstration des faits divers devenus faits de société, tellement il y en a, si c'était des juifs qui agressaient, si c'était des porteurs de kippa, qui au nom de leurs croyances hébraïques agressaient des prêtres, agressaient des dames âgées, agressaient des professeurs, agressaient et décapités, etc., etc., je te dirais, ben oui, je combats les juifs et je combats leur religion, évidemment. Puisque moi, en fait, je ne regarde pas la religion des individus, je regarde leur comportement. Moi, qu'on soit juif, chrétien, ou qu'on soit bouddhiste ou musulman, je m'en fous. J'arrête pas de le répéter, mais à chaque fois, on me repousse là-dessus. Je m'en fous. C'est-à-dire que je regarde le comportement des gens. Et force est de constater, c'est que les comportements les plus sombres, les plus obscurs dans ce pays sont réalisés par des gens qui pratiquent globalement et souvent, malheureusement, la même religion. Et cette religion, c'est pas la religion juive. Nouvel extrait. Mais moi, je peux te dire que des gens, j'en entends, et je te certifie que beaucoup te disent, j'aurais jamais pensé, mais 2027, il est inévitable que je voterai RN, alors qu'il y a peut-être 6 ans en arrière, 8 ans, 10 ans, c'était tout bêtement impossible pour moi, sur un plan de scission au niveau de la société, ça aurait créé trop de scission. Or là, maintenant, les gens se rendent bien compte. Il y en a plus un qui tient debout.
Bah ouais, Écoute, moi, j'espère que tu as raison. Je fais un peu le même constat que toi, mais je me méfie de l'électorat français parce qu'on sait quand même que, alors qu'il y ait plus d'électorat pro-RN, enfin, ou qui est devenu RN en cours de route et qui était déjà les fondamentaux et le socle électoral du RN, oui, il y a du monde, effectivement, ça, j'ai pas trop de doutes. Maintenant, j'ai des doutes quand même sur le fait qu'en face, ils vont se lever, ils vont faire les castors, ils vont faire du Front républicain et que donc ça risque d'être compliqué. Par rapport à Mélanie et Marine Le Pen, il faut quand même pas oublier une chose, c'est que Mélanie, elle ne porte pas la trace du nom de famille de son père. Et en France, nous, on a quand même cette difficulté qui est que le nom Le Pen est un petit peu un nom maudit. Avec Jean-Marie Le Pen, alors à tort ou à raison, peu importe, hein, mais en tout état de cause, voilà, en tout état de cause aujourd'hui, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas, tout compte fait, même sans attendre les résultats de l'appel de Marine Le Pen, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'elle décide en fait de laisser la place à quelqu'un d'autre? Alors a priori Jordan Bardella, mais est-ce qu'elle ne devrait pas prendre les devants et se retirer éventuellement déjà de la candidature elle-même? Bah, de toute façon, là, à l'heure actuelle, ouais, enfin, ça peut être une stratégie intéressante. De toute façon, déjà, là, elle est éligible pour le moment, même en attendant l'appel. Elle est inéligible, oui, tout à fait. Elle est inéligible, on est Oui, bien d'accord. oui. Donc, de toute façon, en appel, je pense qu'ils vont lui maintenir parce que comme c'est gangréné par cette gauche en haut au pouvoir, parce que maintenant, les juges ont beaucoup trop de pouvoir, tu vois bien. Nouvel extrait. C'est toi qui fais une fixation sur la religion. Moi, je m'en fous de la religion, je le répète. Je le répète. C'est-à-dire, je veux dire, on parle Par contre, les codes islamiques, les codes vestimentaires, les codes alimentaires, les codes, comment dirais-je, politico-religieux qui s'instaurent de plus en plus, qui forcent en fait à certains restaurants à supprimer de leur carte de restauration l'alcool parce que la clientèle est musulmane, qui ne fait plus que du halal, c'est-à-dire la halalisation et l'islamisation du sol de France, me pose un problème parce que je n'ai pas ce souci en fait avec la communauté juive. Donc moi mon combat c'est l'identité. Mon combat c'est l'identité, la sécurité et donc tout ça c'est lié au facteur migratoire. Toutes les études le démontrent. Voilà. Donc en fait il faut mettre sous contrôle cet aspect migratoire. Pour moi il faut faire un moratoire pendant au moins 5 ans. Pendant 5 ans immigration zéro ou proche de zéro et régler l'immigration qui est déjà sur notre sol. Et ceux que l'on retrouve quotidiennement dans ce qui nous empêche de vivre en paix et paisiblement, ce ne sont pas des juifs. Nouvel extrait. Sur le débat en fait de l'immigration, que ce soit le débat je veux dire des problèmes que la France rencontre ces derniers temps au niveau sociétal. Moi, je vous entends jamais parler des gens qui ramènent une plus-value à ce pays. Moi, j'entends jamais les gens en fait expliquer qu'il y a une immigration qui quand même apporte quelque chose à ce pays. Moi, je parle de moi, par exemple. Je suis français, mais je suis pas né en France. Je suis devenu français. Et aujourd'hui, des gens comme moi, j'en vois plein qui contribuent à la société française. Et de quel pays d'origine? D'Alger, tu es? Enfin, d'Algérie? Oui. D'accord. Donc, et moi, je suis arrivé ici à l'âge de 13 ans. Mmh. Et du coup, aujourd'hui, je suis un citoyen français qui respecte les lois françaises, qui contribue à la réussite de ce pays, hein, entre guillemets, hein, je dis ça. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi mettre en lumière ces gens-là qui sont dans nos forces de police, par exemple, ou qui sont dans le corps des armées, ou des gens qui sont dans le corps médical, qui contribuent aussi à la réussite de ce pays. Moi, en toute honnêteté, j'aime pas les débats binaires qui sont en fait essentialisés sur une seule politique, que tout va mal, que le malheur de la France, c'est les étrangers et les musulmans. Quand tu dis j'aimerais qu'on entende plus parler de l'immigration qui fait aussi réussir la France, en fait, si tu veux, évidemment qu'il y a une immigration qui fait aussi réussir la France, mais le problème, c'est que c'est la normalité. C'est-à-dire que quand tu viens en France et que tu participes, que tu respectes les lois républicaines, l'uniforme, que tu n'imposes pas des codes culturels et cultuels qui viennent d'ailleurs, que tu travailles, que tu payes des impôts. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais à l'intervenant, je ne sais plus comment il s'appelait, à chaque fois, on me dit, bah, tu sais, moi, je travaille et je paye des impôts. Bah oui, mais c'est normal, en fait. C'est la normalité. Donc, je ne vois pas l'intérêt, si tu veux, de souligner, évidemment, qu'il y a des gens qui viennent issus de l'immigration, qui apportent quelque chose, qui travaillent, qui payent des impôts et qui ne posent aucun problème. Évidemment, c'est tellement logique, en fait, que je ne vois même pas l'intérêt de le dire. Par contre, ça, c'est la normalité.
Donc tu viens dans un pays, c'est comme si moi demain j'allais m'installer dans un pays étranger. J'ai deux possibilités. La première, c'est de m'intégrer à la société, de travailler, de payer des impôts, de ne pas faire de ne pas commettre d'actes de délinquance, etc. On parlera jamais de moi parce que je suis entré dans la normalité de ce qui fait que nous pouvons vivre en communauté. Par contre, si je vais dans un pays étranger, que j'importe des codes issus de ma propre culture, que je dégrade des lieux de culte, que j'agresse l'uniforme de la police du pays en question, etc., etc., bah c'est de moi dont on va parler. On va pas parler de celui qui arrive et qui ne pose pas de problème parce qu'il est dans la normalité, alors qu'un autre arrive et qu'il est tout à fait anormal dans son comportement. Donc effectivement, le projecteur va se cabrer automatiquement sur l'anormalité. Nouvel extrait. Est-ce que tu crois qu'un délit routier aujourd'hui, on peut le mettre en prison à l'instant T? Mais non, on ne peut pas. Mais c'est bien ce que je dis. Comment dirais-je, à la faute de la politique. Nos politiques n'ont pas créé de places de prison, de même que si ils avaient traité le problème migratoire, on n'aurait pas 25% d'étrangers dans nos prisons. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, et ça c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, tu as 4 gars en prison, tu en as un qui n'a rien à foutre sur le sol de France. Eh ben forcément qu'on déborde et que ça boue. Nouvel extrait. L'État français a mal agi depuis les débuts, depuis le regroupement familial jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'accord, il y a eu une défaillance. Oui. D'accord, il y a eu cette défaillance et aujourd'hui, comment on a géré, ne serait-ce que l'éducation nationale. Moi, c'est ça, c'est le plus gros fléau que je vois dans notre société, c'est l'éducation nationale qui n'est plus la même. N'est plus la même. Il y a un putain de laxisme, excuse-moi du mot, mais j'ai envie de te dire, pour moi, c'est un gros ras-le-bol parce que je vois le niveau de l'école française qui a chuté et aujourd'hui, nos enfants sont plus abrutis que jamais. Tout à fait. Et ça, et l'ère du numérique n'arrange pas les choses, j'ai envie de te dire. Bien sûr. D'accord? Et aujourd'hui, en toute honnêteté, Fred, le constat, il est où? Comment on peut prendre les choses? Comment on peut, comme tu dis toi, vivre ensemble? Parce que même si j'aime pas ce mot, mais j'ai envie de te dire, comment on peut vivre ensemble au jour d'aujourd'hui? Parce qu'on est parti trop loin, on s'est trop braqué. Les deux communautés, peut-être quand je dis communauté, pour moi, c'est incroyable parce que j'emploie ce mot-là pour dire deux communautés. Mais il n'y a pas de communauté, il devrait y avoir une seule communauté française. Mais le problème aujourd'hui, c'est que voilà, on est arrivé où on est face à face. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, écoute, merci pour ta question parce qu'elle est tout à fait légitime et elle mérite une réponse. Ce qu'on doit faire, c'est ce que je m'efforce de faire en tant que militant, par exemple ici en venant sur le réseau, c'est d'expliquer à ceux qui m'écoutent et ceux qui me portent un intérêt dans ce que je peux dire et prétendre et argumenter, c'est déjà leur expliquer que s'ils veulent, je l'ai déjà dit tout à l'heure, s'ils veulent régler les problèmes de la société, ça n'est pas en faisant croire que je suis facho d'extrême droite, que le RN est d'extrême droite, etc. Il faut sortir déjà les gens de ce logiciel-là. Tant qu'ils ne comprendront pas que leur avenir, la paix dont ils pourraient bénéficier demain, elle est liée en fait à plus d'autorité. Il faut donc que les gens sortent du conditionnement mental qui est le RN est d'extrême droite, Reconquête est d'extrême droite. Comme tout un chacun, nous avons tous besoin de règles, de limites à ne pas franchir, à droite, à gauche, voilà, une sphère de liberté qui permet à chacun d'avoir sa liberté, mais sans entrer en conflit avec la liberté d'autrui. Donc il faut déjà déconditionner, et c'est un travail monumental, parce que le travail, c'est dans l'ADN, hein. Les gens naissent, on leur dit au bout de leur deuxième anniversaire, Marine Le Pen, c'est une facho. Bon, donc il faut déconditionner les esprits. Il faut ensuite que ces esprits finissent par regarder les mêmes éléments que moi, que nous, c'est-à-dire des preuves qu'on leur met sous les yeux, parce qu'aujourd'hui, quand je dis que tout le monde sait, mais oui, tout le monde sait. En fait, même ceux qui disent que c'est pas vrai, ils le savent que c'est vrai. Le problème, c'est que par culture et conditionnement, ils vont faire croire qu'ils ne le savent pas. Ils ne vont pas vouloir voir ce réel. Donc, il faut que les gens acceptent de voir cette réalité. Et lorsque les gens comprendront qu'il faut plus de fermeté, qu'il y a un réel que nous pouvons combattre ensemble, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre religion, à l'instant où les gens comprendront que nous pouvons, en nous unissant là-dessus, donner du pouvoir à quelqu'un qui réglera ces problèmes, tu parlais d'éducation nationale, ben moi je suis désolé, mais j'attends pas les macronistes sur le sujet de l'éducation nationale, j'attends pas le NFP sur le sujet de l'éducation nationale qui sont de plus en plus dangereux, qui laissent le délitement s'accélérer.
Donc, que reste-t-il? Il reste le Rassemblement national, les Républicains, j'en parle même pas, c'est le centre, et il reste Reconquête. Donc il faut faire comprendre aux gens que l'extrême droite n'existe pas, que le RN est une porte de sortie à plus d'autorité qui nous donnera demain plus de paix et ce fameux vivre ensemble. Moi non plus, je n'aime pas cette expression, mais j'en ai pas beaucoup d'autres ce soir. Donc il faut simplement déconditionner l'électorat, de sortir de ce fantasme de l'extrême droite. Toi-même, tout à l'heure au début, quand tu es arrivé, tu as dit « il n'y a pas d'extrême droite en France ?» Tu avais l'air étonné. Mais non. Mais non. Donc il faut déconditionner les gens, que, quelles que soient nos origines, notre couleur de peau, notre religion, on fasse le même constat et que partant de ce constat, on mette en face des solutions. Et la première solution au suffrage universel direct, c'est le Rassemblement national. Parce qu'il est aux portes du pouvoir. Donc même des gens musulmans issus de l'immigration, qui vivent dans des cités, etc., doivent comprendre en fait que la solution, c'est pas le NFP, c'est pas la France insoumise, c'est pas le Parti socialiste, c'est pas Édouard Philippe et Horizon, c'est pas Gabriel Attal, etc. Non, c'est fini. C'est eux qui nous ont mis dans le bordel d'aujourd'hui. Toute la gauche et le centre, ce sont ceux qui nous ont mis dans la situation de laquelle on parle depuis tout à l'heure. Ils nous ont tous mis dans cette merde-là. Donc, c'est pas eux qui vont réparer ce qu'ils ont mal fait. Il faut sortir de ce dogme de l'extrême droite. Tous ceux qui me traitent de facho, etc., là, dans le live extrême droite et compagnie. Il faut que ces gens-là ouvrent les yeux, tout simplement. Moi, je viens ici, je m'affiche, je donne la parole à tout le monde parce que je veux que les gens comprennent que je suis pour leur bien, en fait. Je suis pour leur bien. Parce que comprenez bien une chose, c'est que si on continue ce qui est en train de se produire depuis 2017 particulièrement, il y a une accélération. Si on continue ce délitement social, économique, sécuritaire et compagnie, ce pays qui est aussi le vôtre, il va s'effondrer. Il va s'effondrer. Ça commencera par l'économie, ça commencera par la sécurité sociale, les retraites, la mise sous tutelle, par le FMI ou par la Banque Centrale Européenne, etc., etc. Et après, ça va être quoi? Ça va être moins de fonctionnaires, moins de justice, moins de police, moins de sécurité, alors qu'on en manque déjà beaucoup. Donc, en fait, moi, j'essaye de sauver les meubles. Et tout le monde devrait comprendre ça. C'est universel, presque. Tout le monde devrait comprendre ça. Mais prétendre ça, ça fait de moi un facho. Donc, retour à la case départ. Il faut déconditionner les gens à comprendre que les solutions, elles sont aujourd'hui pour continuer à vivre dans un pays où les libertés sont acquises et où nous avons la chance de vivre ensemble. Eh bien, il faut accepter qu'il faut un parti politique qui n'est pas un parti qui nous a mis dans la situation actuelle. Nouvel extrait. Et comment tu penses que tout ça va avancer dans le temps? Comment tu vois les choses à court et moyen terme? Le problème, c'est que je ne vois pas actuellement où moi-même je vais. Et je ne sais pas, en fait, j'arrive pas à interpréter ce qui va se passer, parce que c'est très flou ce qui se passe actuellement en France. Il y a quelqu'un qui dit « Ah, il est content le Fred ». Mais tu sais, Mimoun, s'il m'avait répondu qu'il votait Jean-Luc Mélenchon, j'aurais quand même discuté avec lui, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'on a en fait un jeune de 26 ans qui vote plutôt dans le bon sens de l'avenir, parce que quand on vote à autre chose aujourd'hui que le RN ou Reconquête, c'est qu'on continue à voter pour le délitement de la France, et donc son délitement économique, sécuritaire, identitaire, etc. Donc libre à chacun de voter ce qu'il veut, mais en tout état de cause, Alexis a fait, selon moi en tout cas, avec l'analyse qui est la mienne, un choix qui va plutôt vers la défense de tout ce dont vous profitez, c'est-à-dire que tous ceux qui peuvent critiquer là en écoutant, c'est quand même le choix de la, comment dirais-je, le choix de la réserve nationale, faire en sorte que on sauve ce qui peut encore l'être. Voilà, parce que si on vote autre chose aujourd'hui que RN et Reconquête, très sincèrement, c'est qu'on continue à alimenter le délitement de tous les secteurs qui fabriquent la nation, identitaire, économique, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc chacun vote ce qu'il veut, mais chacun aura l'addition à payer de ce qu'il aura choisi. Mais je me permets, Fred, mais je suis d'accord sur le principe où chacun vote comme il le souhaite, chacun a ses idées. Mais c'est vraiment ce côté où, voilà, moi aujourd'hui j'ai cette idée et je fais barrage parce que cette personne n'a pas la même idée. Et c'est vraiment moi quelque chose que je trouve un peu dégoûtant. Le barrage républicain? Le fait que on se fasse un peu la guerre parce qu'on a des idées différentes des autres. Je trouve ça
Mais des par boutons. exemple, comment tu as vécu en 2022 au deuxième tour de la présidentielle? On a pour la deuxième fois, 2017 et 2022, on a Marine Le Pen face à Emmanuel Macron et tu as la montée de bouclier de tous les gauchistes et compagnie qui disent on va voter contre Marine Le Pen et non pas pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire que si on se tape 2 fois 5 ans Emmanuel Macron, c'est de la faute de tous ceux qui sont en train de me critiquer dans le chat, qui ont fait barrage à Marine Le Pen et qui, pour la plupart, en fait, n'apprécient pas du tout Emmanuel Macron. Comment tu as vécu, toi, Alexis, ce barrage républicain, ce qu'on a appelé les castors, c'est-à-dire ceux qui se sont déplacés, sont allés voter pour Emmanuel Macron, mais non pas pour lui ni son programme, mais au contraire pour dire de contourner le suffrage universel et donc la liberté démocratique, de laisser passer une candidate qui, tout compte fait, démocratiquement et au suffrage universel, aurait dû être choisie. Comment tu as vécu ça? Ben, je vais pas dire que je l'ai mal vécu, c'est que j'ai pas compris en fait cette idée de vraiment faire ce barrage sous prétexte de. C'est Alors, c'était quoi les prétextes selon toi? c'est les prétextes de on n'est pas d'accord avec cette idée, on n'est pas d'accord avec les deux idées, mais on est moins d'accord avec l'autre idée, du coup on va faire juste barrage pour dire qu'on fait barrage. Ouais. Et je trouve ça ridicule. Et Si, Alexis, si au deuxième tour de la présidentielle en 2027, tu te retrouves devant le choix cornélien d'un Édouard Philippe qui ferait la suite de Macron et un Jean-Luc Mélenchon avec la France insoumise, la créolisation et la mort de la France à court terme, tu ferais quoi si tu devais voter? Est-ce que tu voterais? Est-ce que tu voterais pas? Est-ce que tu voterais blanc? Est-ce que tu voterais pour l'un ou pour l'autre et pourquoi? déjà, je regarderai ce qu'ils proposent réellement dans leur programme. Et si vraiment aucun des programmes me plaise, je voterai blanc. Je vais pas voter pour une idée qui correspond pas à ma pensée actuelle, en fait. Ouais, très bonne réponse. Effectivement, voter blanc, c'est la meilleure solution. Juste un petit détail quand même, c'est que je rappelle que la situation actuelle dans laquelle nous sommes, sur tous les critères, économiques, sécuritaires, de pouvoir d'achat, etc. Si aujourd'hui nous en sommes là, c'est parce que justement les Français ont élu des candidats qui, soi-disant, avaient des programmes. Tout à l'heure, je voyais dans le chat quelqu'un qui disait « Mais le RN, il propose quoi au niveau programme économique ?» Mais sincèrement, vous avez vu ce que les autres, pendant 40 ans, ont fait avec leur programme économique? On est à 3300 milliards de dettes, 120% du PIB. On paye les impôts les plus élevés au monde. Et pour autant, tout est par terre. Tout est par terre. La police, la justice, l'hôpital, les remboursements médicaux, etc., etc. Tout est par terre. Donc moi, les programmes économiques de ceux que vous avez élus depuis 40 ans, pardonnez-moi, mais je vais être honnête, je l'ai déjà dit ici il y a quelques jours, je vais le répéter, je me fous totalement du programme économique du Rassemblement national, de même pour Reconquête, parce que de toute façon, tous les programmes économiques qui nous ont été vendus depuis 40 ans nous ont mis dans la merde actuelle. Donc la priorité pour 2027, c'est pas tant l'économie, parce que ça, c'est comme le dit Charline Martel, que vous connaissez peut-être, elle l'explique très bien, elle explique qu'en fait, que l'économie, ça se répare. Elle a raison. Elle a raison. Une dette, etc. On peut trouver des solutions pour remettre les rails de l'économie en place. Par contre, la crise identitaire, la perte identitaire, la protection de notre héritage culturel et culturel, ça, on doit le protéger à vie, parce que si ça se perd, il est quasiment impossible de revenir en arrière. Donc, je répète, moi je pense que tous les électeurs qui vont choisir le Rassemblement national, 99% d'entre eux, ne vont pas voter Marine Le Pen ou Jordan Bardella pour le programme économique. Ils vont voter Rassemblement national pour l'aspect identitaire, l'aspect immigrationniste, sécurité et en troisième point, pouvoir d'achat. Et donc, si vous liez les deux premiers points, l'immigration, l'insécurité, vous liez l'identité de la nation, puisqu'on sait très bien que la plupart des actes, d'insécurité sont liés de très près, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'Intérieur et l'INSEE, sont liés de très près avec l'immigration. Nouvel extrait. C'est cette création de cette troisième identité qui me dérange. Pour moi, les gens qui commettent des actes qui sont d'origine d'un autre pays, c'est le cas et on ne peut pas le nier. Mais par contre, qu'est-ce qu'on en sait qui sont musulmans ou pas? Mais Fred, en toute honnêteté, tu connais des arabo-musulmans qui boivent de l'alcool, qui sortent en boîte et qui font par ramadan? Tu en connais? Écoute, à l'instant où tu tues au nom d'Allah Akbar et à l'instant où, tu as des codes. Non, mais quelqu'un qui va voler une voiture, moi, tu sais, moi, j'ai plein de gens
qui rentrent en prison pour des délits de droit commun. Hein. Oui. C'est-à-dire que voilà, c'est des vols de voitures, Oui. des bagarres, enfin bref quoi. Ces gens-là, eh ben ils sont d'origine de ces pays-là, mais par contre ils en ont rien à voir avec l'islam. Ils boivent de l'alcool, ils fument. Mais tu sais, moi, je parle pas forcément de l'islam. C'est toi qui fais qui fait la fixation là-dessus. Je dis simplement que moi, quand je regarde les profils, ce sont toujours des profils arabo-musulmans. Voilà. C'est-à-dire que quand ils viennent des pays arabes, Oui, enfin des pays maghrébins, tu les appelles comme tu veux. Arabo-musulman, Fred, c'est ça. Mais arrête, mais bah oui, mais excuse-moi, mais si c'est un Algérien, il sera. Non, mais écoute. Oui, mais est-ce qu'en Algérie, on a des chrétiens et des catholiques oui, en Algérie? Écoute. Tu vois, c'est là en fait où on peut pas avancer en fait. C'est là où la chose comment dirais-je, la réflexion se sépare. C'est qu'en fait, tant que tu seras, pardon, c'est pas une attaque, hein, tant que tu seras dans le déni et que tous ceux qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer seront dans le déni, on ne pourra pas construire et reconstruire et réparer. On ne pourra pas, parce que ce que je dis là, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. On n'a plus besoin de preuves, on n'a plus besoin d'éléments. Ceux qui sont agressés et qui n'ont pas le verbe que j'ai, ils font quoi en fait? Ils se laissent faire? Ils se font massacrer? Et pardon, mais tous les événements que j'ai vécus, tous les événements que j'ai traversés dans l'insécurité, dans les expériences sécuritaires et compagnie, je ne suis jamais tombé sur un Kevin ou un Mathéo. Jamais. Donc ça, c'est inexplicable. Enfin, ou alors il y a des explications et on veut pas les voir. Mais c'est juste un fait. Et le problème, c'est qu'une majorité de Français, et c'est là où j'attends, moi, des gens comme toi qui disent, moi, je suis algérien, français, je travaille dans un centre pénitentiaire, etc. Mais c'est là où vous devez nous commencer à comprendre, en fait, ce qui est en train de se passer pour nous rejoindre et régler ce problème. Ça n'est pas en contournant ce réel qui est sous les yeux de tout le monde que nous allons pouvoir avancer ensemble. La scission sociétale, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'abrutis qui vont me traiter de tous les noms dans le chat, là je regarde même pas, et puis on va avoir en face des gens qui vont comprendre ce que je suis en train d'expliquer parce qu'ils ont le réel sous leurs yeux. Donc soit on cautionne cette continuité du délitement sécuritaire et identitaire, et on va à notre perte, mais tous, hein, tous en même temps, hein, quelles que soient les origines et compagnie, soit ceux qui ont le courage de faire le même constat que moi, s'unissent, avancent, corrigent, progressent, grandissent et sauvent ce qu'il reste à sauver. Nouvel extrait. C'est vraiment dur de voir aujourd'hui ce qui est devenu la France. Moi, je suis né en 65. J'ai connu la France, mais magnifique, quoi, par rapport à maintenant. On la reconnaît plus. On peut se tutoyer? Ouais, il n'y a pas de souci. On peut se tutoyer. Quel est ton prénom? Ben, moi, c'est Clara. Clara. Donc, tu vis en France, Clara? Je vis en France et en Israël. D'accord. Donc, tu es franco-israélienne? Tout à fait. D'accord. Et en quoi qu'est-ce que tu as vu changer puisque tu as un certain recul, une certaine expérience de vie sur la vie française, la vie politique, la vie sociale, sociétale, etc. Qu'est-ce que tu as vu changer et se bouleverser au fil des décennies? Bah, écoute, moi, si tu veux, je suis je suis franco-israélienne seulement depuis 2 ans. Voilà. Avant, j'étais française. Je suis partie en Israël et pour pas mal de raisons. La première, c'est que je me suis fait agresser plusieurs fois chez moi. Après, je vais pas raconter ma vie, je vais pas déballer ma vie, mais bon, c'était très compliqué. J'ai ma fille qui était dans une école laïque, qui a, si tu veux, c'est l'école dans le Marais. Je sais pas si tu as entendu parler de l'école du Marais où il y a le musée de la Shoah. Et où ça a tagué, voilà, avec des croix gammées, tout ça. Et puis il y avait le 7 octobre et le conflit, et j'entendais de plus en plus de jeunes, hein, de très jeunes, des jeunes qui venaient manger à la maison, qui venaient dormir à la maison, des amis de ma fille, qui parlaient de ce conflit. Elle vient juste d'avoir 16 ans. Ça fait 2 ans quand même, hein. Elle avait quoi, 14 ans à l'époque. Et j'avais très peur des canulars, quoi. En réalité, je suis partie parce que je sentais qu'il pouvait lui arriver quelque chose, quoi. Vraiment. Excuse-moi, j'ai pas compris. Tu avais peur des canulars, mais c'est-à-dire? Parce qu'il y a eu beaucoup de canulars. Je sais pas si tu es au courant, mais des canulars sur Internet, tout ça, on donnait rendez-vous à des. Ah oui, d'accord, oui, d'accord, oui. Voilà.
Oui. Et elle est plutôt naïve, elle est intelligente, mais naïve, c'est-à-dire elle fait confiance. Et les jeunes que tu recevais à la maison avec ton enfant, tu les entendais dire quoi exactement sur ce conflit israélo-palestinien? À la maison, absolument rien. C'est quand j'ai commencé, quand on s'est fait agresser chez moi. Bon, j'ai toujours mis ma mezouza, c'est la protection qu'on met là. C'est une protection qu'on met en dehors de la porte. Et il y a des personnes comme ça qui sont montées à la maison, qui ont vu celle de la mezouza. Et si tu veux, j'ai vécu 50 ans dans le même. Il n'y a pas de raca, il n'y a pas tout ça. Tout le monde se connaît. Donc quand on frappe à ma porte, en général, je regarde pas ni à l'œil ni rien, je ouvre directement. J'ai pas d'ennemis, il y a pas d'ennemis, il y a plutôt une bonne entente dans ce quartier. Et ben là, manque de bol, on est tombé sur une dizaine de petits jeunes de 20 ans, 15 ans, qui nous ont agressés, qui nous ont gazés. Voilà. Ah, dans ton appartement ou dans la rue? Non, chez moi. Chez toi, carrément. Ouais, carrément. Et qu'est-ce qu'ils te disaient en t'agressant? Ben, ils m'ont demandé de l'argent parce que j'étais juif. Ah bah oui. Tout simplement. Voilà. Et bon, j'ai la chance d'avoir mes voisins. Alors ils sont tous confessions. Hein. Il y a des Français, il y a des Africains, il y a des musulmans. Ils sont tous sortis en m'entendant crier parce qu'on a été gazés avec la petite. Et bon, ils sont partis en courant. Ils ont été rattrapés par un quart de police, mais ils ont passé une nuit de garde à vue et ensuite ils ont été condamnés à 1200 € d'amende. J'ai jamais réclamé d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y a eu des actes de violence, c'est-à-dire des coups physiques? Des coups, non. Mais ils nous ont juste gazés. Le temps de nous gazer et de crier, tous mes voisins étaient dehors. D'accord. Et donc, ces individus ont été rattrapés par la police. Ils ont tous été rattrapés? Tous. Je les ai tous, ça veut dire, je les ai tous reconnus. Tu sais, on te pose des photos, plusieurs photos d'un. Un tapissage, oui. Ouais. Voilà. Et donc, ils ont écopé d'une amende de 1200 €, c'est ça? C'est ça. Pour tous ou chacun? Chacun. D'accord. Et pourquoi tu n'as pas réclamé sur dédommagement? Ils n'ont jamais payé, hein, d'ailleurs. Mais oui. Ouais, mais ce qui m'a frappé le plus, c'est quand j'étais au commissariat, justement, pour les reconnaître, il y avait les parents de ces enfants, ces gosses-là, et les parents, ils étaient, je sais pas moi, si c'est mon enfant, je touche du bois d'ailleurs, mais si ça avait été mon enfant, ça aurait été tout de suite une baffe, quoi. Ça aurait pas été. Et là, il y avait une complaisance de la part des parents. Il y avait une complaisance. Mais du tout. Ça veut dire limite ne portez pas plainte parce qu'il risque de vous arriver des choses, quoi. Ah oui, donc ils étaient menaçants carrément. Ah, complètement. Ouais. Complètement. Est-ce que les agresseurs répondaient à un type d'agresseur particulier? C'était des blancs, français de souche? Est-ce que c'était des gens issus de l'immigration? Est-ce qu'on les qualifie d'une certaine manière ou pas du tout? La première chose quand la police est arrivée à la maison, parce qu'ils sont montés pour voir ce qui se passait, l'état, les machins, quand ils les ont embarqués, ensuite il y a la police qui est arrivée à la maison. Ils pouvaient pas rentrer dans l'appartement, donc on est resté en bas de l'escalier à cause du gaz. C'était tellement, il y avait tellement de gaz dans l'appartement que on était obligé de descendre. Mais la première question qu'on m'a posée, c'est des Maghrébins. J'ai pas compris. Est-ce que tu as retiré ta mezouza, par exemple, sur ton entrée de porte? Non, pas du tout. Non. Ni ma Magen David, ni ma mezouza, non, pas du tout. Est-ce qu'à un moment, alors tu as dit que tu avais pris la nationalité israélienne que depuis 2 ans. Est-ce que c'est-à-dire que tu nourris un projet éventuel de retourner et d'aller vivre en Israël? J'ai toute ma famille qui est née ici et qui vit en Israël. Bon, j'ai perdu ma mère l'année dernière. J'ai plus de famille, si tu veux, en France, quoi. Donc toute ma famille est en Israël. Et donc la réponse est oui, ça veut dire que tu envisages d'aller vivre J'espère. Revenir aux gens là, qui disent
c'est des mensonges et toujours nier la réalité, et ça c'est très grave. Ils ont qu'à aller faire un petit tour sur ma page, là, sur ma story, et j'ai justement la plainte, j'ai déposé plainte, j'étais obligée d'aller déposer plainte quand même. Donc j'ai la plainte et les individus qui sont, évidemment j'ai effacé mon nom et le numéro de la plainte parce que c'est ce qu'on m'a dit, on m'a conseillé de faire, que je connaissais pas d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est pas une histoire du tout que j'invente. Oui. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Il y a vraiment beaucoup, et pas que moi je suis juive, voilà, je suis juive. C'est pas Comment penses-tu que les événements vont évoluer dans un avenir à court et moyen terme en France? Franchement, je pense que il va y avoir un soulèvement. Voilà. De qui? Je pense que les Français, ceux qui se sentent français, comme moi, comme voilà, les Français. Est-ce que tu penses que la solution peut être encore réglée par le politique ou pas du tout? C'est délicat, c'est délicat. Franchement, je crois plus trop à la politique. J'ai du mal avec la politique, que ce soit en France ou en Israël ou partout ailleurs, hein, d'ailleurs. Je pense que ce qui se réglera, et quand ça se réglera, ça sera avec un soulèvement, c'est-à-dire le peuple, vraiment, hein, voilà, ça sera le peuple, parce que les politiques, combien on a eu de personnes nous promettent des choses et on voit bien que c'est toujours la même. Ouais. Est-ce que je peux te demander si tu votes quand des élections se présentent? Oui, j'ai voté, bien sûr que j'ai voté. Est-ce que je peux te demander, tu as le droit de ne pas répondre, mais est-ce que je peux te demander qui tu as voté au premier tour de l'élection présidentielle en 2022? J'ai voté RN. Tu as voté RN, d'accord. Donc tu fais partie de ces juifs qui aujourd'hui ont bien compris que l'antisémitisme n'était absolument pas au Rassemblement national, mais qu'il était bien aujourd'hui à gauche de l'échiquier politique. Et depuis toujours. Depuis toujours. Après, on parle pas, je parle du RN actuellement, Marine Le Pen, tout ça, hein, je rentre pas dans Jean-Marie Le Pen, tu vois, je parle pas de lui. Hein. D'ailleurs, elle l'a exclu. Mais oui, le RN, c'est un parti qui pourrait éventuellement soulever la France. Ça veut dire relever la France si bien sûr, eh ben, ils y vont direct, quoi. Et qu'il n'y a pas de, voilà. Que t'inspire la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon et ses représentants, entre autres les députés? Oh, il y a c'est que de la magouille. Hein. C'est que de la magouille. Je veux dire qu'ils s'en fichent complètement des émigrés, des machins, ils en ont rien à foutre, quoi. C'est rien. Mais est-ce que l'augmentation de l'antisémitisme notoire en France n'a pas explosé? Alors il y a eu, oui, le 7 octobre 2023, mais est-ce que cet antisémitisme n'a pas été alimenté aussi par ce parti politique et ses représentants? Évidemment. Là, tu as une enquête en Israël, d'ailleurs, qui est sortie en France. Il y a beaucoup de LFistes qui se trouvaient le 6 octobre, avant juste le 7 octobre, avant les attaques. Thomas Porte, entre autres, oui. Exactement. Ils sont passés au Caire. Ils sont rentrés en France par le Caire. Le 6. Nouvel extrait. Je veux que nous puissions être capables de nous unir si on aime la France, si on veut sauver son identité, si on veut plus de sécurité, si on veut résoudre les problèmes économiques, etc., etc. Il faut qu'on puisse avancer ensemble. Mais pour ça, il faut que le constat, nous le regardions tous et que nous l'acceptions tous. Ouais, je suis d'accord avec toi, Fred. Et je vais te dire une chose, moi aussi, je suis dans le même cas que toi. Moi, je pense que les étrangers n'ont rien à faire ici, dans ce pays. D'accord? Le problème, c'est que les étrangers finissent par devenir français, c'est ça le problème. Non, mais le problème, Fred, c'est pas ça. Le problème, c'est que moi, les gens qui viennent sans papier au jour d'aujourd'hui n'ont rien à faire sur le sol français. Moi, je suis d'accord avec toi pour renvoyer les gens qui n'ont rien à faire sur le sol français. Mais par contre, les enfants de la France, d'accord, qui sont nés en France, qui sont d'origine
étrangères. C'est ces gens-là qu'il faudra peut-être que la France les regarde en face, que les Français aussi les acceptent et les intègrent. Parce que c'est du moment où on n'arrive pas à les intégrer, moi je te dis, Fred. Mais en quoi on ne les intègre pas? Parce que ils sont pas intégrés, Fred, je te le dis. Mais ils ont tout fait pour ne pas l'être. Les premières personnes qui ont ras-le-bol de ce qui se passe dans la société française, c'est les gens qui vivent dans les cités, Fred. D'accord? Tu vois, mais tous ces gens-là qui a rendu les cités invivables, Ecosium? Qui a rendu les cités invivables? Mais c'est un constat, je suis d'accord avec toi, Fred. Mais le problème aujourd'hui, je te dis, ces gens-là qui vivent dans ces cités-là, ces gens-là qui travaillent tôt, qui se lèvent le matin, qui vont bosser, qui vont aller faire le ménage, qui vont aller ramasser les poubelles, qui vont faire les métiers qu'on connaît, moi et toi. Mais par contre, Fred, ces gens-là, il faudra aussi les intégrer. Mais par contre, quand on renvoie systématiquement les gens à une certaine forme d'identité, alors que ces gens-là, ils sont nés en France, ils ont grandi en France, ils parlent que le français pour la plupart. Même l'arabe, ils le parlent pas. Même l'arabe, il le parle pas, Fred. Tu trouves qu'il parle le français? Enfin, il parle le wesh wesh, hein. C'est un nouveau langage. Mais excuse-moi, mais Ecosium, moi je veux bien, mais ces jeunes dans les cités dont tu parles, ça fait des décennies, en fait, qu'ils ont les mêmes accès à l'école, à la sécurité, à la formation, au chômage, aux aides sociales, etc., comme le commun des mortels français. Ce pays est tellement généreux, en fait, qu'on a tout donné et, en fait, ils ne nous ont rien rendu. Ceux qui déconnent, hein, j'entends. Hein. Pourquoi, sous prétexte que tu vis en cité, sous prétexte que que ta mère travaille, se lève tôt et compagnie, pourquoi tu sombres dans la délinquance? Tu as accès aux mêmes choses que d'autres. Moi, je vais prendre un exemple de Shaina. Je crois que c'était Shaina, son prénom, mais j'ai un doute, Shaina ou un truc comme ça. Shaina dans une cité. Shaina, c'est pas une Kevin et une Matteo, quoi. C'est une jeune fille issue de l'immigration. Elle s'appelle Shaina. Elle était une étudiante parfaite. Elle travaillait dur. Elle était en train de faire ses devoirs dans sa chambre. Et la pauvre Shaina se prend une balle de Kalachnikov perdue à cause de la racaille de la cité où elle habite. Eh ben moi, tu vois, j'ai pas une empathie à géométrie variable. C'est-à-dire que contrairement aux gauchistes, Shaina est ma victime aussi. C'est-à-dire que moi, je pense à tous ceux, qu'ils soient français de souche, issus d'immigration, mais qui respectent et aiment la France, eh bien, je pense à eux également. Je pleure leur mort. Je pleure leur mort. Donc moi, je veux pas qu'on rentre dans la culture victimaire qui est de dire on les a parqués, ils sont en cité, ils ont les mêmes chances que n'importe quel gamin qui vit ailleurs, et d'ailleurs ils ont beaucoup plus de chances parce qu'on investit dans les politiques de la ville des milliards d'euros. On crée des médiathèques dans des cités, ils les brûlent. On met un poste de police pour dire de les protéger, ils le saccagent, etc., etc. Donc moi je veux bien, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on doit faire ? Mais qu'est-ce qu'on doit faire de plus? On leur a tout servi sur un plateau. Ils n'ont manqué de rien. Pourquoi des gamins de 13 ans, 14 ans sont à 2h, 3h du matin dans la rue à caillasser la police ou à faire des tirs de mortier? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Donc moi, je veux bien, mais à un moment donné, je répète, ce réel, il est là, quoi. Ils ont les mêmes chances que tous les autres enfants de ce pays pour aller à l'école, apprendre, etc. Ce sera peut-être plus difficile, hein, j'en disconviens pas, ce sera peut-être plus difficile pour eux d'apprendre, de digérer l'école, d'être diplômés, etc. Mais ils peuvent s'en donner les moyens, au même titre qu'un jeune français de souche qui vit dans la Creuse ou je ne sais où, quoi. Pourquoi il n'y a que dans les cités, en fait, que ça part en cacahuète? Nouvel extrait. Est-ce qu'on entendait parler de l'islam avant? Moi, je suis de l'ancienne génération où avant, on ne parlait pas de religion. Je peux te répondre là-dessus, avant que tu continues? Avant, on ne parlait pas de l'islam. Tu as quel âge, Ecosium? 46 ans. 46, ok. Moi, j'en ai 56. Moi, je suis né dans le nord de la France, à Waterloo. Et j'ai vécu à Lille, Roubaix, Tourcoing. J'ai pas eu de chance. Et l'immigration arabo-musulmane, maghrébine, tu l'appelles comme tu veux, était déjà extrêmement importante. Moi, ma mère, je me souviens, elle était directrice marketing dans une société d'emballage de carton. 80% de ses effectifs, c'était de la main d'œuvre. C'était des femmes qui venaient de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Mais à l'époque, des cités minières. Pardon? C'était à l'époque des cités minières. Oui, c'est dans les années 70, quoi. Et à l'époque, en fait, l'immigration était une immigration de travail. C'est-à-dire que l'immigration qui venait, c'était des gens qui venaient travailler, qui avaient un profond respect pour la France et qui n'imposaient rien, c'est-à-dire qu'ils s'assimilaient.
ils pouvaient être musulmans, mais ils n'imposaient pas de code culturel, de code cultuel, de code vestimentaire, de code alimentaire. Et la différence avec aujourd'hui, par rapport à ce que tu viens de dire, Ecosium, c'est que l'immigration de 2025, et ça n'est pas que de 2025, ça remonte à quelques années maintenant, c'est une immigration de peuplement. C'est-à-dire qu'on est passé d'une immigration de travail dans les années 60, 70, 80 à une immigration de peuplement qui est tellement nombreuse, 500 000 nouveaux immigrés par an, qu'on n'est plus capable de l'absorber. Donc ces gens-là arrivent avec leurs codes, leurs us et coutumes, ils veulent imposer une identité nouvelle alors que la France a déjà son identité. Donc c'est là en fait que le problème, quand tu dis on montre du doigt les musulmans et compagnie, mais c'est parce qu'il y a plusieurs facteurs, c'est multifactoriel. Le premier, c'est donc le code identitaire qui est en train d'être bouleversé par des nouveaux codes politico-religieux qui viennent d'autres contrées, de terres islamiques, alors que la France est une terre chrétienne, en tout cas depuis 1500 ans, c'est pas pour rien si on a une église ou une cathédrale au cœur de chaque ville et village, comme je le dis souvent. Et puis, cette immigration et ces codes religieux, pardon, mais ces pratiques religieuses, on les retrouve aussi dans des faits divers devenus faits de société. Je sortais, pendant que Livio te parlait, je sortais sur l'immigration. On a 40% des actes de délinquance en France, hein, sur l'ensemble du territoire, 40% d'actes de délinquance, de véhicules, vol de véhicules, cambriolage qui sont réalisés par des étrangers. Et les origines, c'est toujours lié aux mêmes régions géographiques. Et on sait que lorsqu'on vient de ces régions géographiques, on n'est pas bouddhiste. Bon. En Île-de-France, 93% des vols et 63% des agressions sexuelles sont commis là aussi par des étrangers. Et ils viennent pas de Suède, hein. C'est pas des Kevin et Matteo comme on a voulu nous le faire croire. Les grandes métropoles comme Paris et Marseille n'y échappent pas, avec 55% de délinquance issue d'individus qui n'ont rien à faire sur notre sol, etc., etc. Donc, si tu veux, à un moment donné, on pourra nous traiter de racistes, de xénophobes et tout ce qu'on veut. C'est juste en fait que le réel est juste là en fait. Il faut juste sortir de l'idéologie qui est pro-immigrationniste, de vivre ensemble, d'humanisme exacerbé, etc. Parce qu'en fait, tout ça, c'est faux, ça ne marche pas, ça ne marche plus. Les faits démontrent le contraire et les faits ont la dent dure. Et malheureusement, je le répète, je dis bien malheureusement, c'est que quand on voit tous les actes, Lola, Thomas, etc., etc., le Père Hamel, le Bataclan, pardon, mais on retrouve, c'est pas des chrétiens, c'est pas des bouddhistes. Donc quand tu dis, on montre tout le temps du doigt le musulman, mais j'aimerais bien que le musulman, en fait, se montre un petit peu moins dans ses actes abjects, qu'on le retrouve un petit peu moins dans la répétition de ses actes. Et peut-être que là, on arrêtera de mettre le doigt sur une évidence qui est sous les yeux de tout le monde, parce que les faits le démontrent. Nouvel extrait. Quel bilan tires-tu du double quinquennat d'Emmanuel Macron ? Pour moi, c'est de la fraude à 1000%, quoi. C'est-à-dire ? Voilà. C'est une catastrophe, c'est une vraie catastrophe. Mais moi, dès le départ, hein, je vais te dire, j'étais en conflit justement avec des gens de ma confession qui me disaient c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui défend les juifs et tatati, tatata. Mais j'ai toujours été en conflit avec ça. Hein. C'est l'opposé de ce qu'aime le français, le juif. C'est un personnage d'abord unique en son genre. Et oui, il est pour le chaos total. Tout ce qu'il fait depuis le début, c'est pousser les gens à bout pour qu'ils voilà, provoquer un chaos. Oui, oui. Et diviser pour mieux régner, oui. Ouais, Est-ce que tu as la sensation, au-delà du 7 octobre, est-ce que tu as la sensation que Emmanuel Macron a été un accélérateur de l'antisémitisme en France ? Évidemment. Le jour, parce que j'entendais l'autre intervenant, le faux chrétien, là, Calibre. Voilà, qui parlait justement des bougies de Hanouka. Vous savez, il y a une fête juive comme Noël, un peu, où on allume les bougies, qui se fait à l'Élysée. D'abord, ça, je trouve ça nul. Je trouve que ça ne devrait pas se faire. En tant que juive, hein, je suis pas en tant que juive. Je trouve qu'il n'y a aucune raison pour allumer des bougies là-bas. Oui, on est d'accord, bien sûr. Ça s'allume dans une synagogue, ça s'allume chez soi, mais à l'Élysée, c'est vraiment foutre la merde. Voilà. C'est vraiment, pour moi, quand il a fait ce truc-là, quand il a allumé ses bougies, j'ai dit là, il a déclenché vraiment quelque chose, quoi. Je me suis pas trompé.
Et je pense qu'il l'a fait pour ça, quoi. Hein. Vraiment, hein, pour moi, c'était déclencher une merde totale, quoi. Oui, oui. Nouvel extrait. La France a commis beaucoup de choses là-bas et elle ne veut pas payer. En fait, la France, comme les États-Unis ou le monde occidental, veut détruire le Moyen-Orient, veut détruire l'Afrique, mais après, quand il s'agit de reconstruire ces continents-là ou ces coins-là, il ne veut pas. Il ne veut pas donner un euro. Et après, il se plaint que l'Afrique vienne en France. T'es français? À un moment donné, il faut être logique. Tu es français? Ouais. Comment? Tu es français? Écoute, moi, je suis pas que français. Oui, mais est-ce que, réponds à ma question, est-ce que tu es français? Oui, je viens de te dire. Écoute, si tu es français, mes enfants sont français. Ouais, avec des amis comme toi, la France n'a pas besoin d'ennemis, hein, parce que tu es le plus mauvais porte-parole de la France que j'ai jamais entendu. Donc si la France est si mauvaise, pourquoi y vis-tu du coup? Je viens de te le dire, parce que moi j'ai pas choisi de vivre en France. J'ai grandi en France, je paye des impôts en France comme toi, comme les fameux impôts. Et même en tant que artisan et en tant que chef d'entreprise, j'ai peut-être payé même plus d'impôts que des Français de souche. Oui, mais on s'en fout. À chaque fois, vous venez avec cet argument. À chaque fois, vous venez avec cet argument. Je paye des impôts, je travaille et compagnie. Bah oui, vous faites ce que le commun des mortels fait quand il travaille. Il travaille, il touche un salaire et il paye des impôts. Bon, voilà. Maintenant, là où je suis d'accord avec toi, c'est quand là où je suis d'accord avec toi, c'est quand tu dis que la France intervient trop à l'extérieur. T'as raison. Tous les milliards d'euros qu'on donne en fait avec l'aide au développement dans un tas de pays arabo-musulmans, africains et compagnie, on ferait bien de les garder pour nous. Là-dessus, tu as raison. La France ne devrait plus intervenir à l'extérieur et garder son pognon pour elle-même, plutôt que d'essayer de faire grandir les pays extérieurs. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Merci Abdoul d'être passé en tout cas. Si je peux finir s'il te plaît par rapport. Oui, il me semblait que tu étais pressé, mais vas-y. Rapidement par rapport à l'intervention, parce que je vois que tu aimes bien un peu la communauté juive. Moi, je vais juste te rappeler par rapport à la communauté juive que l'entrisme qu'il y a en France, c'est non pas des frères musulmans, mais plutôt des judéo-sionistes qui se sont accaparés le pouvoir français, et ça que tu le veuilles ou non, c'est une réalité, parce que même maintenant, les gens, ils rentrent dans l'Assemblée nationale avec des kippas, ils vont au tribunal avec des kippas, ils allument des cierges et des bougies à l'Élysée, même Van der Leyen... Combien de victimes françaises tombent sous le joug de juifs? Écoute... Cette obsession que vous avez, vous, et je te cible bien... Mais cette obsession que vous avez contre les Juifs, contre Israël, m'insupporte. Voilà, c'est simple. Je répète, moi je juge les gens non pas à leur religion, je les juge à leur comportement. Combien de Juifs aujourd'hui ont attaqué des églises, ont décapité des professeurs, ont décapité des prêtres? Combien agressent, violent, cassent, etc. Est-ce que ce sont des Juifs que l'on retrouve dans tous les faits divers devenus faits de société? Est-ce que ce sont des Juifs avec des kippas qui agressent des imams? Non, ce sont des musulmans qui agressent des porteurs de kippas. Moi, je veux bien, mais quand on regarde à la loupe qui pose des problèmes en France, ce ne sont pas les Juifs, ce n'est pas Israël, c'est des arabo-musulmans et les pratiquants d'une certaine religion. On peut ne pas vouloir le regarder. Le seul truc, c'est que le réel a la dent dure et le réel nous donne raison. Voilà, c'est tout. Alors, après, tu as le droit de ne pas aimer les Juifs, tu as le droit d'être antisioniste, antisémite, ce que tu veux, mais moi, c'est un discours que je n'entends pas. Mais oui, bien sûr. Tu plaisantes ou quoi? Le nombre d'invités que j'ai ici et qui sont en mode taquilla, ne me parle pas de fourbe, s'il te plaît, parce que j'en ai la démonstration à chaque fois que je fais un live sur cette plateforme. Moi, je fais pas de taquilla. Mais je parle pas de toi, je parle pas de toi. Non, tu me dis ta réalité, sauf que les faits dans la réalité te donnent tort. Voilà, c'est la seule différence. J'habite en France, je connais la réalité de la France. Je suis allé à l'école de la République, je connais parfaitement la France. Et donc, faut pas me raconter des tas d'histoires. La France, je la connais parfaitement, tu vois. Ok, combien de morts en France ces 50 dernières années de la main de Juifs? Combien? Les Juifs, le problème des Juifs, combien? Attends, je finis. Les Juifs, ce qu'ils n'arrivent pas à faire en France, ils le font en Palestine. Ils n'arrivent pas à tuer les Arabes en France. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont les tuer là-bas en Non. C'est ça le problème. Non. Là encore. Des enfants.
C'est ça, la oui, réalité. bien sûr. Là encore, tu fais la démonstration que tu soutiens le Hamas, une organisation terroriste, alors que Israël essaye de libérer la population palestinienne de ces terroristes. Mais tu as le droit de voir ta vision des faits, hein, parce que à l'instant où vous êtes conditionné à être antisioniste, antisémite et compagnie, forcément, vous allez tout tourner en ce sens-là. Aujourd'hui, la Palestine est en train d'être débarrassée des terroristes du Hamas grâce à Israël, que vous l'acceptiez ou pas. Après, vous pouvez tourner ça dans tous les sens. On peut vous faire croire que c'est un mensonge. Le seul problème, c'est que si vous regardez et si vous n'écoutez que la propagande du Hamas, forcément, ça te donnera raison. Mais moi, je ne soutiens pas des terroristes, particulièrement après les actes abjects du 7 octobre 2023, parce que quand on se prétend être une force de résistance, on ne s'en prend pas à des civils, à des femmes, à des enfants, à des chiens. On s'en prend à des forces armées. Quand on est, quand on est des résistants, on s'en prend à l'armée. On s'en prend à l'armée. C'était à Tsahal qu'il fallait s'en prendre. Mais bien sûr, c'est moi qui suis malhonnête. Bien sûr, tu m'as fait la démonstration d'aucune victime face à des juifs en France, mais c'est moi qui suis malhonnête. Tu me parles de 1700 morts israéliens alors qu'il y a eu 600 000 morts palestiniens. Oui, parce que le Hamas, tes amis, non mais oui, bien sûr, je suis un fou. Tes amis terroristes ont créé un conflit. Ils ont créé une guerre. Ils ont alimenté une guerre. Pourquoi tes amis du Hamas n'ont pas libéré les otages? Pourquoi tes amis du Hamas n'ont pas libéré les otages en temps et en heure, qui auraient arrêté la guerre? Pourquoi tes amis du Hamas se sont servis? Pourquoi tes amis, mais bien sûr que c'est faux. Pourquoi tes amis du Hamas se servent des populations palestiniennes comme boucliers humains? Ah, les grands humanistes! Eh bien, ces gens-là sont des salopards. Israël est en train de faire le ménage, que ça te plaise ou pas.